la rue, j'étais avec les gilets jaunes, tout ça. Et j'ai très vite vu la manière dont les médias notamment et les politiques aussi ont voulu diaboliser le mouvement. Le manque de diversité à l'écran et le manque de diversité, je veux dire des typologies de personnalité, mais même des typologies d'histoire ou de caractère. La plupart des gens, le premier noir ou arabe qu'ils rencontrent, c'est à la télé et potentiellement dans une enquête d'action de merde ou dans une des 1000 séries policières racistes qui sont diffusées en boucle la nuit. Et il y a vraiment des gens qui peuvent te suivre et sur un sujet, ils sont pas d'accord avec toi, ok, t'es devenu complètement con. Que typiquement Instagram te pousse à ne plus être un artiste mais un entertainer. La manière dont la police est identifiée aussi dans les cités, comme ça qu'on connaît leur blase, qu'on connaît leurs trucs, qu'on connaît toutes les plaques. Mais après le traumatisme de notre génération à nous, c'est qu'on on était sûr que quand les keufs ils seraient filmés en train de tuer ou de blesser des gens gratuitement, que ça y est, la justice elle s'activerait, elle pourrait pas bugger à l'infini. Il y a l'inégalité au travail, il y a le racisme, il y a les contrôles de keufs, il y a les violences à l'hôpital même dans la saison 1. Si je te dise, moi-même j'aurais voulu rester plus naïf. Salut, je m'appelle Mathieu Longat, j'ai 37 ans, je fais de l'art, je fais plein de trucs différents, j'écris, je réalise, j'ai un spectacle à Paris et je fais un album cette année et j'oublie un truc à chaque fois. Cette vie. Non, bonjour Tristet, truc, Narvalo, la musique, c'est bon. Pardon, excusez-moi, je refais. Salut, je m'appelle Mathieu Longat, j'ai 37 ans, je suis scénariste, je suis réalisateur, j'ai un spectacle humoristique à Paris aussi qui s'appelle État des gueux et je fais un album cette année aussi sous le nom de Mathéo. Mes frères savent qu'il y a un qui me freine, je traite les médias, tu dis amen. Et moi, qu'est-ce que ça me ramène, ni que je ferai mon bif loin de ces hyènes. Et même si je baigne dans les problèmes, au moins je me noie pas dans la... Alors moi, le déclic, ça a été l'improvisation théâtrale parce que je venais du 78 et j'étais dans un collège à Elancourt et dans le 78, il y avait pas mal de collèges où en fait il y a un championnat intercollège d'improvisation théâtrale, donc tu peux t'inscrire à l'improvisation et il y a des matchs qui sont organisés entre les collèges et du coup j'avais des amis de l'année d'avant qui s'étaient inscrits et du coup je m'étais inscrit et en fait ça s'est bien passé au collège. Alors déjà c'est le plus grand traumatisme artistique de toute ma vie, alors qu'entre temps j'ai fait des trucs, mais en gros ça veut dire que le premier spectacle que j'ai fait, je l'ai fait dans le réfectoire de la cantine en 4e devant tout le collège, genre l'enfer sur terre. This is for you. I think he's gonna sing. No. Donc, quand t'as vécu ça, après tu peux survivre dans l'art. Et après, en fait, à côté, à Trappes, il y avait une équipe d'improvisation théâtrale un peu connue qui s'appelait les Juniors de Trappes et qui était championne de France à l'époque. Et du coup, ils sélectionnaient dans le championnat intercollège. Et ils m'ont sélectionné. Et du coup, je me suis retrouvé là. Et en fait, c'était, on avait quand même 2 entraînements par semaine. On devait défendre notre titre, tout ça. On est parti jouer le championnat de France à La Réunion. Donc en gros, c'était pas professionnel, on prenait pas d'argent. Potentiellement, ils ont plus pris d'argent sur nous qu'on en a pris sur eux. Mais c'était très professionnalisant et surtout, l'improvisation théâtrale, c'est un endroit où je me suis fait des amis qui sont restés toute ma vie. Mais voilà, ça permettait d'appréhender le théâtre sans l'aspect un peu rigide, d'apprendre un texte, de faire du théâtre classique. Là c'est vraiment un truc de libération de la parole, mais quand même d'aller chercher des personnages. Et il y a un truc collectif, c'est un peu un mix entre le théâtre et le sport co, presque. Du coup, c'est via l'improvisation théâtrale que j'ai découvert l'art, je crois. En 2009, il y a un réalisateur qui me contacte parce qu'il veut faire son premier long métrage avec 0 €. Il me contacte avec 7-8 autres comédiens. Et du coup, on fait un film qui s'appelle Donoma à l'époque et qui est sélectionné à Cannes, qui prend le prix Louis Deluc du meilleur premier film. On l'autoproduit, on l'autodistribue et c'est vraiment un moment donné où moi j'avais arrêté le théâtre. Après, j'ai toujours considéré que pour moi être artiste, c'est dans la vie de base, c'est ta manière. Il y a des gens au boulot, quand je travaillais chez Orange, j'étais peut-être plus un artiste que maintenant, j'étais marrant. Mais en gros, c'est vraiment un moment donné où j'ai beaucoup construit ma vision de l'indépendance parce que si tu veux, c'est comme si on a fait un film avec rien, qui allait bien marcher. On s'est rendu compte à chaque étape qu'on voulait nous baiser ou qu'on voulait couper dans notre film ou toucher. En gros, j'ai très vite touché du doigt la manière que le fait que ce soit un combat de maintenir l'intégrité sur ton œuvre quand tu veux la faire, même quand ça marche. Et le fait que, et c'est à ce moment-là aussi beaucoup que j'ai appris qu'il faut être producteur de ses œuvres, sinon c'est très très difficile d'être un artiste libre sans être producteur. Et en fait, du coup, à ce moment-là, je suis que acteur, moi. Et je me rends compte que, vu que moi je veux être indépendant et je veux pas travailler dans ma vie, que pour être indépendant, il faut écrire. En gros, j'ai un peu un déclic sur l'écriture, à me dire, mais si t'écris pas, tu vas toujours dépendre d'un réal, du désir des autres, tu vois. Et c'est trop précaire de devoir tenir là-dessus. Et du coup, en 2014, je décide de lancer Bonjour Tristesse, mais à la base, c'est pour m'exercer à l'écriture. C'était pour m'infliger un exercice d'écriture toutes les semaines, parce que je crois qu'on apprend les trucs en les faisant, et j'avais jamais tant écrit dans ma vie. C'est bon, ça flime. Okay. Y a pas de lumière dans le cadre, hein? Ah non. Impeccable. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où on veut dérembourser l'IVG alors qu'on peut se défoncer la gueule au Xanax chaque jour et se faire 2 thalassos par an sur le dos de la sécu, hein, et que bon, suffit de voir un petit peu la gueule des militants anti-IVG pour comprendre l'intérêt du bordel. À un moment donné, il faut une sélection, et pas forcément naturelle, ok? Ce résumé de l'actualité de la semaine est dédicacé à nos voisins anglais qui ont eu la bonne idée d'installer un pub sur une aire d'autoroute, hein.
Comme ça, tu viens, tu bois ton coup, tu fais un tour de rond-point, tu repars dans le mauvais sens, t'es content. Moi, j'ai toujours dit, ces gens-là, ils sont en avance. Voilà, ils savent pas bouffer peut-être, mais ils sont en avance, ok. Celui qui est pas en avance, par contre, c'est Barack Obama. Le mec, il est venu à une tribune, le président des United States of America, pour nous expliquer que le cannabis, c'était pas plus mauvais pour la santé que l'alcool. Ben, je te remercie, mon copain, mais si c'est pour ressortir les arguments que j'ai sorti à ma mère quand je me suis fait péter comme un gros narvalo en train de fumer un énorme ouinge dans le salon, et ben, on se passera de tes services, hein. Du coup, j'ai pas été chercher très loin. Pour moi, faut faire des trucs qui se rapprochent de toi quand tu fais de l'art. Enfin, du moins, c'est le chemin le plus logique. Et du coup, moi, j'étais un gros vanneur. Je détestais les politiques et j'aime bien défendre des causes qui me paraissent justes. Donc, j'ai mis un petit peu tout ça dans. Je vais traiter les merdes des politiques en accéléré comme ça. Après tout, on a YouTube maintenant. Et puis, c'était un peu l'émergence de YouTube, 2014 encore. Et personne faisait de la politique à peu de choses près sur YouTube. Il y avait Soral, mais c'était quand même une autre tonalité. Et du coup il y a ce truc là de dire mais moi les politiques en gros moi je les insulte devant ma télé mais maintenant j'ai YouTube, si je les insulte dans mon YouTube ils peuvent m'entendre, tu vois, et je trouvais ça dommage que le peuple se saisisse pas de YouTube comme d'un outil politique parce que il y avait une vengeance populaire facile à s'offrir tout simplement, tu vois, voilà, donc donc je me suis dit que pour moi c'était le plus logique de parler des gens que je détestais, de défendre les causes qui me paraissaient justes. À l'époque en fait il y avait des sites de buzz, je vais en oublier, mais il y avait Minute Buzz, il y avait 2-3 Melty, je sais plus quoi, et en gros s'il y en avait un qui te reprenait, t'avais les 5 qui te reprenaient dans la journée et tu pouvais devenir une figure d'internet en 24 heures, tu vois. Et moi j'étais avec mon pote qui venait filmer les Bonjour Tristesse. Et là, ce souvenir encore où on a failli tout effacer. Parce que moi, du coup, vraiment, j'avais créé ça pour m'entraîner à l'écriture. Donc, j'avais pas encore du tout digéré est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Potentiellement, j'avais déjà touché à 2-3 arts. Donc, puis j'avais 20 ans, j'avais mes 2 masters. Donc, j'étais pas stressé. Pour moi, j'avais des petits boulots, je gagnais ma vie. Donc, j'étais pas pressé. Mais du coup, j'étais pas sûr de vouloir faire ça. J'étais pas sûr de vouloir être connu, moi. C'était un gros enjeu. Je sais que la notoriété, avec mon type de caractère, c'est un revers de la médaille. Et encore là, j'ai trop de chance parce que j'ai construit un public grave intelligent, donc on me casse pas trop les couilles. Mais c'est vraiment le truc le plus nul quand tu fais de l'art, c'est d'être connu, quoi. Et du coup, pendant 24 heures, j'ai bugué. En gros, tous les sites de buzz, ils ont repris en même temps. Et avec mon pote, on s'est regardé 3 heures en disant j'efface pas. Et après, on a décidé de laisser. Et c'est là que j'ai créé les comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, Bonjour Tristesse. Tu regardes l'évolution des Bonjour Tristesse, ils prennent une tournure plus analytique à partir d'un sur la Palestine d'ailleurs, comme quoi l'histoire elle tourne en boucle. Mais en gros, au départ, il y a quand même un personnage qui est plus marqué et je suis plus vraiment dans le rentre-dedans. Donc moi, c'est même plus la sphère artistique de base. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait personne qui était engagé. Bon, non, c'est pas mieux, mais c'était l'enfer à l'époque. T'avais Dieudonné qui était en train de partir en couille, mais sinon c'était le seul à mélanger un peu la politique ou à faire des constats sociaux sur les choses. C'était vraiment l'époque, peut-être la pire époque du stand-up, où c'était vraiment ma meuf, ma brosse à dents, ma meuf, ma brosse à dents. Et du coup, moi, c'était pas ma vision de l'humour et c'est pas ce qui me faisait rire. Donc moi, très souvent artistiquement, et c'est peut-être très prétentieux ce que je veux dire, mais moi, je fais le contenu que j'aimerais consommer. Tu vois, que ce soit mon spectacle, moi, c'est le spectacle que j'aimerais voir quand je vais voir un spectacle. Narvalo, ça a été la série que j'aurais voulu qu'il existe, tu vois. Et Bonjour Tristesse, c'est ça, moi, c'était le contenu humoristique qui me manquait dans le moment. Moi, je voulais un mec qui se traite leur mère et qui les vanne, tu vois. Mais ça n'a pas du tout été qu'un truc de jeune. Je sais que c'est un truc qui se regardait beaucoup familialement et ça, c'est un truc qui m'a fait très kiffer. Le fait qu'il y ait des familles qui attendaient le dimanche. Par exemple, ils se mataient pas l'épisode chacun, mais ils attendaient le dimanche. Ils savaient qu'au repas de famille de dimanche, ils allaient se le mater ensemble. Au final, ça a rayonné plus largement, mais c'est un peu comme mon spectacle ou même Narvalo, c'est-à-dire que je crois beaucoup que c'est l'époque qui me donne une densité d'engagement, mais que par exemple dans les années 80, j'aurais été, je dis pas que les autres, tu vois, qu'ils étaient tous géniaux, mais il y avait de l'engagement, il y avait des artistes pas engagés qui faisaient des pitres et il y en avait qui étaient sur des sujets de fond. Donc moi je crois aussi que c'est beaucoup l'époque et que du coup que les anciens, en gros, il y a un truc que même eux, ça leur manquait en fait de l'engagement dans l'art. Tu vois, ils avaient un ou deux vieux, tu vois, en gros de l'humour inter, un peu chiant. Et puis surtout, ça m'a fait me rendre compte que les gens ils détestent les politiques, quoi. Que tu vois, c'est via Bonjour Tristesse que j'ai appris le mot cathartique que j'aime beaucoup maintenant parce que tout le monde dit oh c'est cathartique, je vois les jolis, ce mot c'est quoi, ça veut dire quoi, bref. Mais en gros, ça je m'en suis rendu compte beaucoup que les gens ils avaient besoin que je déchargeais une partie du peuple de leur haine du politique, quoi, qu'on en avait besoin, ouais. Qu'il y avait un petit besoin populaire de les traîner au sol. Je suis enrichi d'un passé que le shit a effacé. Ma bibliothèque a trop de boulettes, tu peux même pas me la raconter. Et je serai toujours défoncé, au moins je sais de quoi je vais crever. Parce que pour moi, c'est une de mes plus grandes désillusions artistiques. Moi, j'étais sûr qu'Internet, ça allait être l'apogée de la liberté artistique. Et en fait, très subrepticement, de manière archi pernicieuse, on a abouti à un degré d'autocensure qui a été pire que, en gros, l'opportunisme des artistes, l'autocensure que ça génère, et ben c'est pire comme censure que la censure des producteurs des années 90 ou 2000, j'en suis sûr et certain. Ça veut pas dire que tu pouvais tout faire, mais en gros, t'avais quelques producteurs vertueux qui, eux, avaient de l'oseille et que c'est bon, on s'en bat les couilles, nous t'inquiète, le peuple, il va manger, même dans des visions potentiellement financières, d'ailleurs, t'inquiète pas, ça va être rentable parce que le peuple, il va le manger. Et en gros, même YouTube, regarde, si on regarde l'état de YouTube actuel en termes de. C'est moins. Enfin, on est retourné dans la télé des années 90 presque, c'est une dinguerie. Et du coup, je pense qu'on a sous-estimé ce truc-là. Moi, ça a été une grande désillusion de
bah, de voir que c'était l'humain qui était qui se mettait sa pire propre limite, quoi. Parce que, et je pense qu'en plus ça a évolué, parce qu'au départ, les réseaux sociaux, ils ouvrent et ils sont très libres, et au fur et à mesure, ça gangrène. Moi, typiquement, là, je vais sortir le dernier Bonjour Tristesse, j'ai aucune idée de s'il va pas rester que 24 heures sur YouTube. Alors que je sais que je vais employer le même ton, je vais dire des choses très similaires à ce que je disais, mais en vrai, il s'est écoulé 5 ans. Et la censure, en plus, elle s'applique progressivement, donc c'est trop dommage de pas en profiter. Et après, le truc aussi, c'est que vu que c'était le 100e, je voulais faire un épisode qui s'appelle Identité nationale, donc en gros qui est plus un truc global et qui est pas un truc d'actualité comme l'a toujours été Bonjour Tristesse, c'est plus voilà un discours final entre guillemets. Et du coup, dès qu'il y a une actualité un peu un fait divers trop marquant ou une actualité trop marquante, tu peux pas arriver à faire un Bonjour Tristesse généraliste alors que tout le monde t'attend sur l'actualité Bonjour Tristesse, tu vois. Et là, du coup, notamment avec la Palestine, du coup, j'en suis un peu venu. Je sais pas si je vais le faire parce que je fonctionne qu'à l'envie et si j'y arrive pas, je me forcerai pas. Mais je pense que je vais en faire un sur la Palestine et un dernier global sur la France, tu vois. Avant de faire autre chose potentiellement. Mais non, je m'en fous. J'appréhende. Ouais, j'appréhende l'épisode sur la Palestine parce que je vais me faire terminer. Parce que je vais me faire terminer. Voilà. Et tu disais... Je peux pas mieux dire. Mais après, on vit une époque aussi où les gens ils veulent plus. En fait, t'as rien à gagner à apprendre à t'engager, parce que s'engager, c'est être clivant, et les gens, ils veulent tout le monde, tu vois. Et en gros, mathématiquement, ils ont absolument raison. Moi, même sur la chaîne YouTube Bonjour Tristesse, ma rotation, elle est absolument... vu que je ménage jamais même mon propre public, genre, je sais que je gagnais 4 abonnés, j'en perdais 1. Et je pense que la plupart des gens, ils gagnent 20 abonnés, ils en perdent 1. C'est ce genre de ratio sur une chaîne YouTube. Parce que... et ça vient aussi du public, qui n'était pas comme ça avant. Le public, maintenant, il veut beaucoup être à 100% d'accord avec toi. Tu sais, il peut être à 100%... Alors que moi, je ne demande à personne d'être à 100% d'accord avec moi. Avec nos potes, on n'est pas d'accord. Donc, tu vois, il y a un truc que je comprends pas là-dedans. Et il y a vraiment des gens qui peuvent te suivre. Et sur un sujet, ils sont pas d'accord avec toi. Oh, tu es devenu complètement con. Et ça, c'est complètement un truc de notre génération, de l'avènement des réseaux sociaux. Et le public, du coup, il participe, je pense, à aseptiser les artistes. Parce qu'ils se disent, ouais, mais si je dis ça, vas-y, il y a les 15 comme ça qui vont me dire ça. Et là, je vais perdre ceux-là. Mathématiquement, ils ont raison, mais du coup, ils ont des publics de débiles mentaux. Voilà. Et après, il y a deux choses, c'est que c'est pas du complotisme, je pense que c'est difficile de pouvoir analyser les trucs, mais tu as des vrais phénomènes de shadow ban, dès que tu t'engages sur les trucs, moi c'est un massacre contre Instagram par rapport au nombre de gens qui devraient voir mes stories, le nombre qui les voient, dès que j'appréhende des sujets trop politiques ou trop tendancieux, c'est un massacre sur ton algorithme. Du coup, les gens vont pas le faire. À l'inverse, peut-être qu'ils le font pas justement pour des causes qui nous paraissent graves, et à mon avis, elles sont beaucoup moins censurées, voire elles sont multipliées. Et après, pareil, sur les réseaux sociaux, il y a un truc, même artistiquement, où les algorithmes te baisent. C'est très, très dur de rester quelqu'un de libre et pas de pas se laisser pourvoyer et de garder une vision de plaisir de l'art. Parce que typiquement, Instagram te pousse à ne plus être un artiste, mais un entertainer. Tu vois, moi, potentiellement, je peux pas... J'adore les réseaux sociaux dans le sens où ils me permettent d'avoir un lien direct, d'être mon propre producteur, d'avoir un lien direct et de pouvoir me passer des médias, d'avoir un lien direct entre moi et mon public. Mais en vrai, si j'étais parti, j'aurais potentiellement pas de réseaux sociaux parce que je vois le mal que ça fait au cerveau des gens et moi, ça a plus un poids négatif sur mon humeur que l'inverse. Mais du coup, si t'es quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut absolument avoir le plus de public possible et tout, mais en vrai, tous les 2 jours, tu fais des trucs de gogol à moitié. Alors que moi, je pourrais pas faire ça pour moi où je fais de l'art, où je dis venez à mon spectacle ce soir, c'est marrant, mais tu vois, j'ai du mal avec le truc qui est à moitié de l'art et pas de l'art, mais les réseaux sociaux te poussent. Les 3/4 des humoristes actuels, ils remplissent en mettant un extrait de leur spectacle tous les 3 jours, pendant 3 mois. Tu vas voir le spectacle, t'as vu 50 minutes, et les gens, ils sont juste contents parce qu'ils y ont été et qu'en ce moment, c'est l'humoriste à voir. Mais frérot, t'as vu 10 minutes de ce que t'as pas vu et tu connaissais toutes les blagues. Parce que ça nourrit l'algorithme, parce qu'après, l'algorithme, il est suisse, ils ont plein de spectateurs, parce que... Mais tu fais de la livrette, quoi. Tu te mets à bosser pour les réseaux sociaux. Et moi, je me méfie toujours, même en tant qu'indé. J'ai toujours dit, c'est pour ça que des fois, je mets des balayettes. Quand il y a des gens qui doivent être de mon camp, et ben, je vais les dégommer. Je préfère perdre ce public-là. Parce que même si tu veux être indépendant, il ne faut même pas devenir dépendant de ton public. C'est toi, tu dis ce que tu veux. Il ne faut pas avoir peur de se retrouver avec zéro. C'est ça, pour moi, la démarche la plus artistique. Tu vois. Et même des gens très, très indés, par exemple, pas forcément que je connais, mais qui ont existé. Parce que si tu te retrouves dépendant de ton public et que tu vas aborder que les sujets qui vont pas froisser ton public, c'est pareil, tu t'es redevenu la pute de quelqu'un d'autre, d'un public, de gens en vrai que tu connais pas forcément. Donc c'est vraiment ça, je trouve que c'est le plus dur, ce côté caméléon, enfin l'inverse d'un caméléon, mais à chaque fois essayer de faire attention à ce que ta couleur elle soit pas aliénée en fait et garder sa liberté. T'as l'impression des fois de l'avoir. Et en fait, ne serait-ce que par les jeux d'algorithmes, les réseaux sociaux te poussent à être une merde artistiquement, quoi. Enfin, à occuper l'espace en faisant de la merde. Et combien de... Tu vois, moi j'ai de la chance, j'ai un public qui suit et tout, mais il y a plein d'artistes qui sont sur d'autres niveaux d'abonnés, etc., où ils disent mais je poste même plus mon art parce qu'en gros, tu sais, je vais faire un tweet, Nick Le Pen ou je sais pas quoi, je vois que ma story elle fait 20 000 vues, je mets un clip que j'ai mis 100 ans à travailler, je vois que l'algorithme il me passe à 200 vues. Il y a un truc écœurant, je pense, encore plus pour ceux qui essaient d'utiliser les réseaux sociaux maintenant pour émerger, tu vois.
J'ai fait long, désolé. Waouh. Non, mais moi, ma théorie, et c'est ce que j'ai toujours dit, moi, ma théorie, c'est que tu peux être un artiste engagé sur France Inter, mais que tu peux pas être un artiste libre et engagé sur France Inter. C'est déjà, je l'avais dit en 2016, déjà dans une interview, et en fait, moi, en 2019, ils ont cherché à me contacter, France Inter, pour m'embaucher. J'ai fait un casting et tout, et j'ai assisté à des scènes absolument lunaires où, en gros, l'embauche était quasiment acquise. Ils débattaient de dans quelle émission ils vont me mettre, à peu de choses près. Et il y avait la place, ils étaient venus voir le spectacle, bref, ils étaient un peu rassurés sur le profil, tout ça. Et en gros, ils m'ont dit quasiment de leur bouche, après voilà, je te cache pas qu'on est une radio d'État, mais donc faut quand même qu'on demande au-dessus et tout. Et je me rappelle, ça m'avait fait bugger parce que je dis, c'est des débiles mentaux, ils disent ça va haut, t'as bonjour tristesse. Enfin, je sais pas si pour moi, vous soyez plus parano les mecs, parce que moi en vrai, bref. Et ils étaient revenus vers moi après en me disant, écoute, en gros, on a demandé, et avec les gilets jaunes, c'est trop chaud en ce moment. Mais on reviendra vers toi une fois que ça sera un peu calmé et tout. Et je me rappelle, ça m'avait marqué. Déjà, j'aurais dit, vous êtes des grands malades de me dire ça à voix haute. Parce qu'en vrai, si je vous enregistre, vous deux, je vous fais virer. Moi, je lance ma carrière. Vous avez de la chance, je suis pas un opportuniste comme la plupart des petits humoristes là. Et de deux, vous êtes en train de m'expliquer, en fait, de votre bouche, que d'une, il y a une censure d'État, que l'État choisit plus ou moins qui on embauche sur votre antenne. Et que de deux, vous allez m'appeler quand ça servira plus à rien, quoi. Que là, on a un moment de bascule potentiel, tu vois, de société où en vrai, tu vois, tu manges un truc bien engagé à 9h du mat sur une chaîne qui fait 1,2 million ou 2 millions d'auditeurs, où tu peux avoir un micro-impact sur un phénomène de société qui est en train de se créer. Et ils disent, reviens quand tu ne serviras à rien, tu vois. Donc, et c'est marrant parce que du coup, ça s'est produit 3 ans après que dans une revue qui s'appelait Ballast, qui n'existe plus, je crois, mais qui était très bien, Ballast. J'avais dit, ouais, en gros, j'aime beaucoup. Il y a plein d'humoristes de chez France Inter que j'aime beaucoup, mais je suis pas dupe. Pour moi, tous ceux qui sont passés par là-bas, ils savent qu'ils ont pas le droit de tout dire. Enfin, mais tu peux être engagé, mais tu peux pas être libre et engagé. Non, je sais pas qui demande, mais en gros, demander à l'État, quoi. Je vais demander au président de Radio France, qui demande au président en fonction de leur degré de promiscuité, je sais pas. Je sais pas où ils se le disent, s'ils se le disent au restaurant ou s'ils se passent des coups de fil, ça je sais pas. Mais je pense qu'ils demandent la direction. Ouais, l'État est sondé, ouais. Pas pour tout le monde, mais c'était un profil potentiellement problématique, ouais, l'État. Enfin, du moins, ils l'ont mis de leur bouche, donc si je te dis, moi-même, j'aurais voulu rester plus naïf. Je dis, vous savez que je suis déjà complotiste. Ouais, moi, mon repère, de toute façon, c'est vraiment la liberté, c'est là où on me laisse travailler gratuit. Mais après, je sais qu'ils ont une grosse... que l'État et que la sphère politique détestent les artistes ou les humoristes qui ont une capacité de mobilisation et que même potentiellement ils peuvent préférer un profil de mec qui va dire des trucs plus hardcore que moi, où les gens ils en sortent tu vois, ou soulagés ou juste ils ont rigolé, un truc un peu, ils préfèrent un truc pitresque, tandis que je sais pas comment expliquer, mais dans Bonjour Tristesse et même en général dans mon art, vu que moi je suis un peu habité par ce que je dis et que je le pense, il y a un truc de mobilisation, les gens ont envie de sortir, on se dit mais pourquoi on est des putes, venez on sort là, tu vois, y a vraiment, en gros il y a un peu un ton de mobilisation qui ouais, je pense qu'il ferait plus les politiques que quand même tu peux les traiter plus fort, mais qu'il n'y a pas ce truc-là de venez, on se lève, venez, on les soulève. Je suis un mec à part du gâteau à singulier. J'ai beaucoup travaillé à plus avoir de métier. Je m'en bats les couilles comme un glacier. Si, complètement. En tout cas, ouais, moi, les Gilets jaunes, ça a été un moment que j'ai trouvé passionnant politiquement. Que j'ai pas forcément compris tout de suite, mais du coup, je pense que quand il y a quelque chose qu'on comprend pas et qui vient du peuple, si tu te dis de gauche, il faut être humble et analyser le truc avant d'avoir un avis. Parce que si vous avez bonne mémoire, par exemple, les 3/4 des humoristes d'extrême gauche, ils se sont vautrés parce que pour eux, c'était des gros beaufs de campagnards. Et vous verriez les chroniques des gens qu'on appelle d'extrême gauche sur le départ des Gilets jaunes, vous avez mal au crâne, tu vois. Donc moi, déjà, dès que le peuple il se soulève, j'écoute. J'écoute avec curiosité. Moi, ça m'a paru très sain aussi parce que c'est parti de quelque chose de très naturel, à savoir que les gens ils pouvaient plus mettre d'essence dans leur gaufre, tout simplement, et que les gens n'ont pas compris parce que on parle de politique de manière très parisiano-parisienne, mais en vrai le premier levier de liberté très souvent dans les zones rurales et très vite même en banlieue, c'est ta bagnole en fait, peu importe que ça pollue ou pas en fait, sinon t'es coincé chez toi, t'es comme un con, t'as plus le droit de sortir après 20h, y a pas de bus, enfin c'est quand même de base un levier de liberté. Il y a juste des humains qui ont dit écoutez, déjà on mange mal, on vit mal, si on peut plus se déplacer pour voir notre famille ou voir nos amis, on vit plus, donc on va monter à Paris, tu vois. Et ça j'ai trouvé ça très sain qu'il y ait des limites, en fait, que le peuple mette des limites à l'État. La manière dont la convergence s'est faite via les réseaux de manière très spontanée, j'ai trouvé que ça racontait quelque chose des réseaux et de notre époque et de quelque chose de pas forcément du coup maîtrisable par le gouvernement. Le fait que ça vienne avec les gilets jaunes qui avaient imposé, c'est Sarko qui avait imposé les gilets jaunes, non? Alors je sais bien que ce que j'annonce, ça crée la mauvaise humeur, mais moi je suis prêt à accepter cela et à l'assumer. Je trouvais ça magnifique. En gros, ce soit un outil qu'à l'époque, ça nous avait cassé. On va te faire enculer, on doit acheter un truc à 5 € et tout, et que ça soit devenu notre maillot de foot. Je trouve ça trop génial. Et après, voilà, j'ai essayé de. Bah, je te dis, moi, j'ai pas jamais de préavis sur les trucs, surtout quand c'est des trucs qui sont novateurs politiquement. Je pense qu'il faut les vivre pour pouvoir les analyser. Donc, moi, je suis sorti dans la rue, j'étais avec les Gilets jaunes, tout ça. Et j'ai très vite vu la manière dont les médias, notamment, et les politiques aussi, ont voulu diaboliser le mouvement.
D'ailleurs, pour une des rares fois, notamment en disant mais il y a des gens d'extrême droite, c'est très rare qu'ils diabolisent les gens en disant ça à notre époque, on est d'accord. Et moi là-dessus, voilà, j'ai eu un avis assez. J'ai pas de doute qu'il y avait des racistes dans les Gilets jaunes en fait, mais la France, on n'est pas loin d'être à 50 ou 60% de racistes, les amis. Donc demain, si on veut faire un mouvement révolutionnaire, il y aura des racistes au milieu, donc peut-être pas les pires, ceux qu'on peut guérir, ceux qui sont dans l'ignorance plus que dans la bêtise ou dans la haine, mais il y en aura, tu vois. Et à partir du moment où là, il y avait un truc, comment dire. Ouais, transpartisan que je trouvais intéressant, et je crois que s'il y a un phénomène révolutionnaire qui arrive, il risque d'arriver par quelque chose de transpartisan et juste sur le peuple qui se retrouve sur une logique de base, qui va se rappeler que c'est pas l'autre qui lui vole, que la première personne qui lui vole c'est le gouvernement. Donc là il y avait vraiment un truc de redresser la tête vers ces dirigeants que j'ai trouvé intéressant, il y a eu un truc d'aller les chercher que j'ai trouvé intéressant. Il y a eu un truc d'aller demander où est-ce qu'on peut manifester. À chaque fois, ils nous foutent dans les mêmes quartiers, on fait chier les mêmes habitants. Alors moi, les Champs-Élysées, c'était parfait. Déjà, je sais pas pourquoi on leur demande, puisque c'est un mouvement révolutionnaire. Et les Champs-Élysées, il n'y a que des entreprises ou des gens qui habitent pas là. En vrai, toutes nos manifs, on devrait les faire là. Et puis je trouve que ça racontait quelque chose du peuple aussi et de l'intelligence spontanée, que ce soit de se réapproprier l'espace public ou de se réapproprier la parole, parce que quand je disais voilà, que la politique, de comprendre que c'est pas que mettre un bulletin dans l'urne, les gens faisaient de la politique sur les ronds-points, comprenaient qu'ils étaient bien plus proches, qu'ils avaient des problématiques similaires, que du coup ils réfléchissaient à comment on peut lutter pour, vu que maintenant on est 4 à se rendre compte qu'on a le même problème. C'est là ça la base de la politique, c'est organiser une cité pour rendre la vie des citoyens moins pénible, tu vois. Et du coup oui, je pense qu'il y a eu un vrai truc de reprendre la politique en main, de reprendre le discours politique en main, parce que c'est tout le jeu politicien de nous faire croire que c'est inaccessible, les pensées, mais c'est de la philosophie de vie, hein. On en fait au quotidien de la politique, quand t'aides ton voisin, comme ça, parce que juste c'est ton voisin, t'es en train de faire de la politique, quand tu montes une asso dans ton quartier, t'es en train de faire de la politique. Donc je pense qu'il y a eu vraiment un truc aussi de retour à la base de ce qu'est la politique citoyenne, et puis dès que c'était déjà le cas, parce que notre société travaille à ça, mais avec les réseaux sociaux, les gens ils se rencontrent de moins en moins, donc dès qu'il y a des endroits où les gens se rencontrent, je crois très sincèrement que le bien instinctif que ça leur fait, ça met un marqueur presque politique de gauche dans leur cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est des souvenirs aussi qui font que ce sont des gens qui resteront engagés, qui appréhenderont la politique différente maintenant qu'ils ont participé aux Gilets jaunes, j'en suis certain. Parce qu'en vrai, nos keufs, ils sont horribles en manif, mais on a un vrai savoir-faire, on a une vraie expertise de maintien de l'ordre en France, de ce qu'ils appellent eux le maintien de l'ordre, mais en gros, il y a des pays qui louent nos savoir-faire, parce qu'à force qu'on manifeste, nos keufs progressent. Et là, c'était tellement anarchique. Il y avait tellement de primo-manifestants qui n'avaient jamais manifesté, même qui ne connaissaient pas les rues de Paris, qui agissaient de manière du coup complètement irrationnelle. Et les keufs ont été tellement débordés, ne savaient plus où courir. Après, il n'y a pas eu que des trucs joyeux. Moi, j'ai fait beaucoup de manifs. C'est les manifs où j'ai eu le plus peur. Je crois que c'est le 8 décembre, ou je ne sais plus quelle manif Gilets jaunes, mais où vraiment ça éborgnait des gens. Enfin, je pense qu'à la fin des manifs, on pouvait être à 10-15 personnes qui étaient ou en blessure grave ou avec un œil en moins. C'est quoi, c'est le Covid, non, ça avait commencé à s'essouffler avant le Covid. Mais ouais, je trouvais qu'il y avait plein de choses passionnantes dans les Gilets jaunes. Les gens, ils leur ont craché à la gueule, mais c'est un des seuls mouvements populaires qui a permis... Macron, il a quand même lâché 100 balles à Noël, il a lâché 2-3 trucs, comme quoi une fois que tu t'énerves un peu, faut bien qu'il fasse quelque chose. C'est un rapport de force, quoi, la politique, c'est un rapport de force. Les gens, ils mettent un bulletin dans l'urne, ils pensent que c'est fini, alors que tout le système est complètement biaisé pour que les 90% des gens ils soient conditionnés, le bulletin qu'ils vont mettre. Donc la politique, c'est aussi un rapport de force. C'est nos fausses démocraties qui nous font oublier ça, mais à la base, manifester, c'est un moyen de démocratie directe. Faire des pétitions, c'est un moyen de démocratie directe. Mener des actions... Donc c'est juste qu'on nous fait subir une démocratie biaisée, et de temps en temps le peuple se réveille, et à ce que je sache, à chaque fois qu'il s'est réveillé, il s'est passé des trucs. Parce que même quand on prend l'exemple de 2005, Ziad et Bouna, je te dis, au bout d'un moment le procureur, il ouvre une enquête, et ils ont parlé d'un plan Marshall pour les banlieues, qu'ils n'ont jamais fait parce que c'est des fils de pute, mais ils l'ont dit, quoi. Donc le peuple, il a toujours raison. À chaque fois, c'est les seuls moments où on gratte quelque chose, c'est quand on s'énerve, faut retenir, il faut retenir. Je me suis allié à un coprod et j'ai dit en gros, mais si on arrive à produire un pilote, c'est qu'on peut produire la série. Parce que moi, je m'en fous d'être producteur, mais je sais que si t'es pas producteur, tu vas pas garder la main mise sur ton art. Tu peux potentiellement ne pas savoir avec qui tu tournes. En vrai, ils auront le dernier mot sur tout. Tandis que producteur, t'as la même table décisionnaire, quoi. Mais je m'en fous, hein, ça me fait chier d'être producteur. Moi, je déteste l'administratif, peu importe. Mais c'est pour maintenir... voilà, une liberté artistique. Et du coup, après, on a piloté l'épisode qui est l'épisode de la séquestration, d'ailleurs, du coup, qu'on a tourné en 2016. L'épisode où il y a quelqu'un qui se fait séquestrer, il y a quelqu'un qui lui taxe un ouinge dans la rue, qui le ramène chez lui. Et, ça, par exemple, c'est avec Steve Chenche et Sekouba Doucouré, ça a été tourné en 2016. Bien ou bien? Comment ça va? Tranquille. Ah. Ouais. Attends, je te resserre un verre.
patron, ça va, tranquille, j'ai pas fait. Une petite goutte, vite fait. Voilà, tranquille. Ok, c'est gentil. Tiens, fais. Et après, il voulait toujours pas que je sois réal, et puis il voulait toujours pas que je sois coproducteur. Et finalement, en 2019, ouais, qui envoie un peu le projet à Studio Canal en disant qu'elle aimerait bien que ça se fasse. Et on arrive à s'articuler avec de longs combats, et de longues discussions, mais on finit par faire une saison 1 qui marche bien. Et du coup, on me laisse faire une saison 2 et jusqu'à la saison 3. Voilà. Mais ça a été long. Ouais, bah oui, la plupart des histoires, il y a 90% de vrai dans Narvalo, donc ça veut dire où je suis le héros, où je l'ai vu de mes yeux. Allez, non, là, il y a 70% où je suis le héros, où je l'ai vu de mes yeux, et il y a 20% où c'est un pote de confiance, il me l'a raconté. Je dis, oh frérot, ça, je te jure, je vais le mettre dans Narvalo, raconte-la moi mieux, je vais me régaler et tout. Mais il y a beaucoup de vrai, il y a très peu d'épisodes imaginaires. Et même quand c'est imaginaire, souvent ça se base sur du vrai, ou les conversations, ça va être des vraies conversations qu'on a eues. Et ouais, il y a l'épisode dont vous parliez tout à l'heure de Révolution, où qui est un pote. Ce qui est marrant, c'est que l'acteur qui joue dedans, Samir de Casa, qui est un très bon acteur, il jouait un mec dans la saison d'avant, ce mec-là existe dans la vraie vie, et la saison d'après, Révolution, c'est le grand frère du mec qui existe. C'est la même famille, en plus, il a incarné, c'est comme s'il a incarné deux Narvalo de la même famille. Et du coup, voilà, c'est un mec qui rentre dans une société et qui part plein de tours de passe-passe, alors qu'il doit se faire virer, finit par réussir à virer son patron. Alors Aziz, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? J'ai peur. Tous les jours, on m'agresse, on m'harcèle, on me persécute. C'est le sous-directeur. Il est là, derrière mon dos, en train de me rabaisser moralement. J'ai peur, madame. Je dors plus la nuit. Le shit, je le fume plus, je le mange. Aidez-moi, madame, aidez-moi, s'il vous plaît. Et pareil, ouais, celle-là, quand mon pote il me l'a raconté, j'ai dit, ah, frérot, celle-là, je suis obligé, même. Narvalo, le croisement de Narvalo, Bonjour Tristesse, je suis obligé d'en faire une histoire. Voilà, et c'était marrant parce que lui, il est encore dedans, donc il avait peur de se faire reconnaître, tout ça. Ses collègues, ils l'ont capté direct. Les gens, ils sont vifs, alors qu'on a tout changé tout. En vrai, ses collègues, ils ont capté direct. J'étais sûr, en écrivant Narvalo, que ce serait le truc le moins politique de toute ma vie. Et c'est genre... mais même pas tout de suite à la sortie de la saison, hein, je crois 2-3 mois après la sortie de la saison, en le re-regardant un peu différemment, que je me suis rendu compte qu'il y avait là les problématiques politiques, parce que voilà, il y a l'inégalité au travail, il y a le racisme, il y a les contrôles de keufs, il y a les violences à l'hôpital même dans la saison. Enfin, en gros, il y a plein de trucs. Mais après, je me suis juste rendu compte que c'est vraiment malgré moi pour le coup. Mais c'est juste que vu que moi, j'essaie beaucoup de maintenir la vie à l'écran, parce que je trouve qu'on nous impose souvent une fiction ou un truc qui ressemble jamais à nos vies. La vie, elle est politique en fait, tout simplement. Et vu que moi, encore une fois, j'ai essayé de partir de ce que je connais, à savoir la banlieue, et ce que je reproche beaucoup aux créateurs, scénaristes, aux réalisateurs en France, c'est qu'ils parlent de trucs qu'ils connaissent pas. Tu vois, moi, demain, si je veux faire une série sur les soirées mondaines à Paris, où je vais pas l'écrire, ou je vais me bouffer des soirées mondaines pendant 6 mois à Paris pour mieux comprendre le truc. Mais sinon, je suis pas compétent, en fait, pour parler de ça. Et du coup, je pense juste qu'à partir du moment où tu maîtrises un peu un réel et que tu t'attaches à le maintenir, la vie, elle est politique, ouais. Nos journées, elles étaient rythmées par ça, par faire des conneries, par se faire contrôler par les keufs, par des anecdotes abracadabrantesques en vacances, Donc, en gros, le rapport à l'argent, il est politique, mais voilà, il impulse aussi plein de trucs dans notre jeunesse qui fait qu'on agit autrement dans notre manière d'être en vacances ou de se déplacer ou même qui font des journées inoccupées, je sais pas, mais en gros, la vie, elle est très politique et du coup, je crois que quand tu essaies de maintenir un peu de vie à l'écran, ça devient politique, mais c'était complètement involontaire. Mais j'en suis très fier maintenant, parce qu'après coup, je me suis aussi rendu compte que on sous-estime complètement, je crois, les Parisiens, les banlieusards, du moins les gens qui ont grandi dans des environnements diversifiés, avec un peu des gens de toute origine et tout. On se rend pas compte que c'est quand même un peu un luxe de région parisienne ou de banlieusards, mais qu'en vrai, la plupart des gens, le premier noir ou arabe qu'ils rencontrent, c'est à la télé et potentiellement dans une enquête d'action de merde ou dans une des 1000 séries policières racistes qui sont diffusées en boucle la nuit. Et du coup, je me suis beaucoup rendu compte de ça aussi en parlant avec des gens de région et notamment des darons, que ça crée un attachement aussi, que du coup potentiellement il y a une génération là de gens plus ruraux ou qui voient pas d'arabe, qui voient pas de noir, là le premier noir ou arabe sur lequel ils vont tomber, plutôt que ce soit dans une émission d'enquête de merde, c'est un mec auquel ils s'attachent, qu'ils trouvent marrant, qu'ils se disent ah putain j'aurais voulu passer plus de temps avec lui. Mais c'est juste parce que dans Narvalo c'est jamais le sujet, ni la banlieue, ni leur couleur de peau, ni truc. Dans Narvalo il y a des arabes, ils ont des prénoms de blancs, des blancs ils ont des prénoms d'arabes. Je calcule pas ça tant qu'il n'y a pas un enjeu scénaristique sur ta couleur de peau. C'est pas moi je prends mon meilleur acteur, tu vois, mais je peux vraiment prendre n'importe qui s'il n'y a pas un ressort scénaristique dessus, tu vois. Et même j'en suis trop fier même que ça n'a pas été relevé, mais tu vois, mais il y a un arabe anesthésiste, un arabe il fait ça, parce que c'est la vraie vie, moi c'est la vie que je connais, tu vois. Moi, mes potes ils sont de diverses origines et ils sont retrouvés dans diverses conditions sociales.
Mais en vrai, c'est juste que c'est pas tant que Narvalo est fou, c'est que c'est vraiment dès qu'on prend un pas de recul, la manière dont le manque de diversité à l'écran et le manque de diversité, je veux dire des typologies de personnalité, mais même des typologies d'histoire ou de caractère. C'est-à-dire que c'est ton caractère, t'as pas de background, t'as jamais de background sur les personnages de banlieusards. Tu sais jamais s'il y a des sœurs, des trucs, si ses parents ils avaient quel métier, si trucs, je sais pas comment expliquer. Il y a pas de, leur identité c'est d'être banlieusard, tandis que vu que moi je suis banlieusard et que je connais ces humains, bah moi je sais qu'ils ils ont tous des caractères différents, qu'il y en a ils sont comme ci, d'autres je sais pas comment expliquer. Et du coup juste aussi avoir le respect de leur apposer des caractères et des vraies identités. Malheureusement, j'y suis pour rien, mais c'est le reste de la fiction française qui fait que ça saute un peu aux yeux parce que c'est juste, ça change, je crois. Mais en vrai, c'est normal. Les politiques corrompus, je vous baise et je vous rebaise. Mais je me protège, hein. Viens, on attrape un de ces escrocs là, n'importe lequel, qui passe sous mon rasoir. Ouais, dans Narvalo, c'était sûr que la police elle allait avoir un rôle important, mais parce qu'elle participe beaucoup, quasiment de toutes nos anecdotes. Bon, il y a souvent, il y a un truc d'autorité qui arrive quelque part dans les anecdotes, donc des fois c'est les videurs, des fois c'est les keufs, mais il y a quelqu'un qui veut te faire du mal à un moment donné. Après moi mon rapport au keuf je l'ai développé assez tôt parce que déjà j'ai fumé assez tôt, j'ai fumé très jeune, donc t'as déjà un truc de savoir que t'es hors la loi, qu'il faut éviter les keufs pour pas manger ta garde à vue avant ta majorité, tout ça, et pire une perquisition qui peut vraiment mettre à bas un équilibre familial, donc t'essaies de te concentrer et puis moi aussi j'ai grandi dans un quartier pavillonnaire en banlieue. Après je faisais du foot et tout, donc j'avais déjà tu vois, j'avais pas que des potes blancs, mais en gros quand je commence à faire de l'impro à trappe, je me mets à beaucoup traîner à trappe. Et je me retrouve très vite dans des groupes d'amis où je suis le seul blanc, moi. Donc, par contre, en termes de sociologie de la police, c'est-à-dire qu'on se faisait déjà contrôler par les keufs, nanana, fallait éviter la garde à vue, tout ça. Mais vu que moi, je suis passé d'être dans des groupes majoritairement blancs à un groupe où j'étais le seul blanc, j'ai vu l'écart de typologie de comportement de la police absolument absolu, tu vois, qui s'opère là, qu'on était les mêmes typologies. En termes de tranche d'âge, on était les mêmes jeunes, et en gros, à peu de choses près, c'était pas les mêmes keufs, parce qu'on était à quelques villes ou quartiers d'écart. Mais que la différence de comportement à l'échelle de mecs de cité, quand il y a que des Noirs et des Arabes, et à l'échelle d'un groupe de la classe moyenne, de jeunes qui sont aussi en train de fumer ou de faire des conneries potentiellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que ça a été très... En plus, je faisais déjà de la sociologie, donc j'avais un peu un regard sociologique sur les choses. Et que ce soit le rapport au tutoiement, la brutalité, comment l'arriver vite, comment leur brutalité crée souvent derrière le dérapage qui va faire que le truc prend une proportion encore plus importante. La densité des contrôles, tu vois, moi je suis passé du coup à manger mon 1-2 contrôles par semaine, à manger mes 4 contrôles par jour à trappe. Et je dis, frère, on s'est déjà vu tout à l'heure, cousin, tu vois, on va passer nos journées ensemble. Donc l'espèce de harcèlement que ça représente, la manière dont la police est identifiée aussi dans les cités, quand tu sais qu'on connaît leur blase, qu'on connaît leurs trucs, qu'on connaît toutes les plaques, que ça devient... Donc... Et j'ai vite vu aussi le sentiment, moi je trouve qu'un des trucs qui fait le plus peur dans la violence policière, parce qu'il y en a toujours eu, c'est le sentiment d'impunité et qui se déploie encore plus, mais qui existait déjà à l'époque. Une enquête ouverte après des soupçons de violence policière sur un jeune homme de 19 ans à Vénissieux. Le véhicule redémarre et le policier tire. Enfin, moi j'ai mis du temps, moi c'est là-bas que j'ai vu de mes yeux qu'ils étaient capables de mettre de la drogue sur toi, que te proposer de faire un tête-à-tête en garde à vue, c'était pas une légende urbaine. Enfin il y a plein de trucs qui étaient pour moi des légendes urbaines qui se sont avérés vrais en vrai. Et ce truc-là de sentiments qui savent qu'il va rien leur arriver, en vrai c'est ça qui fait le plus peur, parce que les gens violents il y en aura toujours, mais quand on sent que la personne qui est dépositaire de la violence légitime, elle sait qu'elle peut en faire ce qu'elle veut et qu'il va rien lui arriver du tout, et qu'elle a raison, et qu'en vrai au fond de toi t'as raison, elle a raison, il y a un truc un peu terrifiant dans la posture de la police et particulièrement en cité. Mais il n'y a rien qui justifie et cette densité et cette agressivité et le fait qu'à tout moment ça parte en couille, comme si ce qui était recherché c'est le dérapage pour se justifier de tabasser derrière. Et même le fait que ce qui s'est passé avec Michel Zecler, pour moi c'est très important, parce que Michel Zecler, si c'est pas filmé le moment où il se fait tabasser par les keufs, il va en prison en fait clairement, et il faut se rendre compte qu'on en connaît moi j'en connais c'est sûr, mais certainement tous à nos échelles, des gens qui ont juste répondu à une violence policière. En fait c'est le schéma classique de la police, quand ils impriment une violence à quelqu'un pour justifier des blessures ou quoi, ils vont porter plainte pour outrage et rébellion. En fait outrage et rébellion, enfin mettre un coup à un keuf, ça t'amène très vite à prendre du ferme. Et même les juges, les présidents des tribunaux sont pas dupes, ils savent que c'est un outil de 13e mois, en fait, c'est devenu un outil de 13e mois pour la police, la plainte pour outrage et rébellion. Et du coup, c'est pour ça que je disais que Michel Zecler, c'est archi intéressant et important que ce soit produit, parce que lui, il va en prison si c'est pas filmé. Ils avaient déjà fait leurs écrits, ils avaient menti dans tous les sens, il va directement en prison, alors qu'ils ont failli le laisser pour moi, ils ont failli le tuer de manière absurde, ils voulaient juste le contrôler pour rien. Et c'est un daron, donc c'est aussi...
Ouais, ça raconte quelque chose. Mais après, le traumatisme de notre génération à nous, c'est qu'on était sûr que quand les keufs ils seraient filmés en train de tuer ou de blesser des gens gratuitement, que ça y est, la justice, elle s'activerait, elle pourrait pas bugger à l'infini. Et je trouve que c'est un grand trauma politique et juridique et judiciaire, quoi, de dire du coup, qu'est-ce qu'ils sont filmés. Vous savez, l'autre, il a shooté Naël, il a dit shoot-le, pas. Et les gens, ils sont encore en train de discuter. Ils nous inventaient qu'il avait dit d'autres trucs. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que rien ne. Ouais. En gros, c'est comme si on bat les masques et ils disent on le garde quand même. Donc je trouve qu'on arrive un peu à une impasse là dans ce qui est dans le rapport de la justice à la police, parce que du coup, qu'est-ce qu'il faut s'ils sont filmés, on les voit abattre des gens à bout portant et ça suffit pas pour les condamner, que ça les rend millionnaires même maintenant. Non, et puis et sinon, après, il y a les gros mouvements populaires comme après Naël, etc. Et ça a été la même chose en 2005, c'est la répression judiciaire. Enfin là, tu vois, par exemple, il n'y aura pas de. Même s'il y en a déjà d'autres qui ont été abattus par la police depuis. Il y en aura pas. Enfin, tu vois, il se passera toujours un laps de temps qui est assez important. Parce que nous, on a connu ça en 2005 aussi, la répression judiciaire. Le nombre de gens qui ont pris du ferme ou qui ont pris des peines symboliques parce que la France avait peur. Là, le nombre de gens qui ont pris du ferme, des 1 an ferme, les gens ils se reposeront la question avant d'aller créer de l'anarchie dans la rue, alors que malheureusement, là, vu comment le système démocratique il est phagocyté, je vois pas comment on pourra s'en sortir sans la rue, quoi. Voilà. Je crois plus trop au changement constitutionnel. Le soleil me fait froncer les sourcils, mais y a les soucis, la France aussi. Merci à ceux qui m'ont trahi, de m'avoir un peu appris la vie. Je crois qu'au-delà même de la banlieue, je crois qu'il y a une espèce de poésie de la jeunesse, de ce moment-là, entre 15 et 20 ans, où pour moi, c'est vraiment un désapprentissage. On nous apprend à être adulte alors qu'on veut tous rester des enfants et que, en vrai, ce que tu as envie de faire enfant, c'est très souvent en gros, à 12 ans, ce que tu fais, c'est très souvent ce que tu aurais encore envie de faire à 40 ans, on va pas se mentir. Et que du coup, il y a un truc qui était vraiment aspiré par la société progressivement, par des culpabilités, des fois des parents, des fois de l'école, de la société. On me dit qu'être un homme, c'est ça, puis après avoir une voiture, puis après avoir ceci. Et c'est vrai que là, il y a toute cette période où les gens savent juste ce qu'ils n'ont pas envie de faire, et c'est souvent pas travailler, et ils font ce qu'ils ont envie de faire, à savoir être avec leurs amis, rigoler, faire juste ce qu'ils veulent tout le temps, et que ça demande de la débrouillardise. Pour ce qui est aussi particulièrement des gens qui ont grandi en cité, encore plus cité de couleur, oui, en tout cas très longtemps, et je crains que ce soit encore le cas, mais tu as plus de chances de t'émanciper financièrement via l'illégal que via le légal, et je pense que c'est assez probable sociologiquement même, parce qu'il faut se rendre compte de ce que sont les chiffres de la mobilité sociale en France. C'est l'horreur en fait. Mathématiquement, les enfants de pauvres sont condamnés, ou tu vois, j'exagère, mais mathématiquement, pour parler grossièrement, c'est ça que ça raconte. L'ascenseur social, il n'existe pas et il est complètement en panne. Et du coup, oui, je pense qu'il y a un truc aussi de survie instinctive, quoi, de ne pas vouloir subir un statut social qu'on t'inflige et dans lequel on te... par les discriminations, par la lutte des classes, par le rapport de classe, etc., dans laquelle on te fige en plus, et juste de pas subir ce qu'on te présente comme étant la seule route qui peut s'offrir à toi et qui est triste, et aussi tout ce truc-là je te dis, de 17-22 ans où ouais, il y a un truc très romantique ou poétique de juste brûler la vie tant qu'elle est là, avant qu'on soit trop culpabilisé de devoir être des adultes, de faire ce qu'on, je te dis, je pense qu'à la fin de nos vies, c'est toujours ce qu'on préférera faire, être avec nos potes, rigoler, passer des bons moments, péter des voyages, avoir des histoires d'amour. Vu que la société est contre eux, peut-être qu'ils se maintiennent un peu plus longtemps, parce que par l'opposition organique qui existe, ils se mettent peut-être plus facilement en opposition que quand on est par exemple de la classe moyenne, et du coup on est peut-être aspiré plus facilement par ce prisme, parce qu'il est moins dirigé contre nous en vrai, ou on le vit moins comme ça, je sais pas. Mais ouais, par contre il y a clairement un truc de survie humaine et même de joie, mais que tu retrouves pas que dans les quartiers français, que tu retrouves dans, je pense, beaucoup de zones populaires à travers le monde, quoi. Il y a un truc, au bout d'un moment, souvent les gens moins ils ont, plus la place que prend l'humain dans leur existence, elle est importante, et c'est plutôt quelque chose qui fait du bien. Enfin, on est des animaux sociaux, je crois, à la base, et notre solitude, on en souffre, on la paye, je crois, notre époque particulièrement, et notre génération encore un peu plus. Ouais.
Mais après, j'ai toujours peur d'être une vieille merde de vieux con quand je dis des trucs comme ça. Mais ouais, moi je suis archi inquiet par ce que créent les réseaux sociaux, par la manière dont ça crée des distances entre les gens en semblant leur offrir des ponts, par la dose de narcissisme que ça ajoute à une société qui en avait déjà énormément. Je t'ai dit la manière dont ça prétend proposer par exemple un art libre ou un accès à la culture libre alors que tout est biaisé par des algorithmes qui sont plus ou moins réfléchis politiquement pour certains. Mais moi je pense que nos cerveaux ne sont pas du tout faits pour bouffer autant d'informations et encore plus autant d'informations qu'on ne veut pas retenir, qu'on ne se rend pas du tout compte à quel point on est sursollicité. C'est pour ça qu'on lit plus les articles en entier, c'est pour ça qu'on lit moins de livres, c'est pour ça qu'on est en train de niquer notre mémoire vive. Je pense que notre génération va faire full des Alzheimer précoces. En tout cas je pense qu'on va aussi avoir des impacts neurologiques sur la manière dont on sous-estime la manière dont ça bouffe notre cerveau et potentiellement dont ça impacte notre mémoire, je pense. Et même si tu vois, ton cerveau il fait un tri, ça doit être l'équivalent de la corbeille dans notre tête, ou dans notre corbeille déborde alors que, je sais pas, tu vois, la corbeille c'est encore dans le disque dur tant que t'as pas vidé la corbeille, bah, je vois ça comme ça, sauf que ça se vide tous les 2 jours, mais je pense qu'on est grave occupé par des infos qu'on sait même pas qu'on a lues et qu'on a beaucoup plus de mal à se poser sur les sujets, à déployer de la concentration, de l'analyse, à avoir de la nuance, parce que la nuance ça demande du temps, tu vois, c'est très rare maintenant les endroits où sur un propos t'arrives à avoir à la fois un truc approfondi et qui te paraît pas chiant. Et je pense que, en plus, vu qu'on est en train de devenir une société de camps, où la vérité vaut plus vraiment grand chose et juste chacun cherche son camp. Avant, tu pouvais prouver à l'autre qu'il avait tort via la vérité, tout ça. Du coup, les camps sont de plus en plus étanches. Et je crois que ça dessert ça aussi, quoi. Enfin, qu'il n'y a plus du coup l'espace de débat qui pourrait permettre de mieux maler les gens intellectuellement ou mieux convaincre les gens qu'ils ont tort quand ils sont sur des solutions fascistes ou racistes ou que sais-je. Bah, la période actuelle, elle m'inquiète beaucoup parce que je trouve que collectivement, voilà, on est en train de sombrer dans le fascisme, que les gens s'habituent à des comportements qui s'éloignent très grandement de la démocratie, que ce soit dans la manière dont on traite les populations quand elles manifestent, que ce soit la violence policière, que ce soit l'impunité judiciaire pour les politiques ou pour les policiers notamment. Je pense que la société n'a jamais été aussi divisée, que le peuple s'est jamais aussi peu préoccupé de son cas économique alors qu'il n'a jamais été aussi grave et inquiétant. C'est-à-dire que par exemple on reproche énormément de choses aux Français, mais moi je pense que les Français ils ont une humilité énorme sur l'argent, par exemple avec les frères, on en connaît tous là actuellement des gens qui ne le disent pas mais qui ont vécu une bascule sur l'oseille sur la dernière ou sur les 2 dernières années avec l'inflation, d'accord, parce que moi je suis choqué, je gagne bien ma vie, je fais des courses à 47 balles, il y a un repas et demi dedans, la vie de ma mère, on connaît plein de gens qui mangent que des pâtes et les Français qu'on dit toujours qu'ils sont en train de se plaindre je vous jure que là-dessus le peuple français, je sais même pas comment il peut rester aussi silencieux parce que le peuple français il est dans la merde, l'huile d'olive elle est à 14 balles et ce qui m'inquiète énormément c'est que le peuple français il a jamais eu autant la tête sous l'eau et il m'a jamais paru aussi éloigné de pouvoir se tenir la main pour maintenir l'essentiel, quoi. Et ça c'est quelque chose qui me terrifie parce que j'ai l'impression que les gens ils s'isolent dans leur précarité, genre que c'est grossier, genre ce que nous fait le gouvernement Macron, c'est un film porno, quoi, tu vois. L'année dernière ils ont fait les retraites, cette année là ils sont en train de faire le RSA, ils vont faire le chômage tout de suite, derrière ils vont faire la sécu, enfin ils nous enculent notre France, ce qui fait qu'on est fiers d'être français. Ils se mettent à parler mandarin, ils nous prennent pour des crétins, j'espère qu'on vous jugera de votre vivant pour ce que vous êtes, des putains d'assassins. C'est pour ça que le dernier épisode de Bonjour Tristesse, je voulais le faire sur l'identité nationale, parce que pour moi notre identité nationale c'est d'avoir une bonne école, un bon hôpital, une justice qui fonctionne, une liberté d'expression et qu'on arrête d'être un peuple de salopes, donc la convergence des luttes en gros. Mais du coup cette époque elle m'inquiète énormément. Je suis archi pessimiste parce qu'en plus il y a le réchauffement climatique qui va se ramener là-dessus et c'est quelque chose qui m'inquiète énormément dans la bascule humaine que ça peut créer, que les humains aient une vraie raison d'avoir peur pour une fois. Et après je sais que voilà, je suis un romantique quand même, je sais que c'est parfois dans le pire que du coup il y a des groupes de lumière qui peuvent se créer, je sais que l'humain il se laisse jamais complètement faire et que des fois on a besoin d'une bascule sombre pour que le bien soit rééclairé de manière plus juste. Mais c'est quelque chose qui... Ouais, ça m'inquiète énormément et je crois vraiment au fait qu'il ne faille pas se décourager parce que je pense qu'on est beaucoup plus qu'on ne le croit. Par contre, à être des gens bienveillants, tu vois, qui voient dans la différence une source potentielle d'enrichissement, c'est juste que les médias et la parole publique, ils sont tellement occupés par les fachos et par la parole fasciste qu'on se sent de plus en plus isolé et que, du coup je pense que c'est vraiment que c'est urgent de recréer des espaces où on se retrouve, où on montre que d'échanger entre gens différents c'est agréable mais que ça nous rend heureux. Moi je crois qu'à l'égoïsme militant, moi je crois au fait de montrer aux gens, de leur prouver en fait que quand ils vont traîner avec des gens d'autres communautés, ils vont s'enrichir, ça va leur apporter des points philosophiques et des points culturels potentiellement. Ça veut dire qu'il faut tout prendre de la culture de quelqu'un, t'arbitres, je sais pas comment expliquer. Je crois très sincèrement même qu'à l'échelle de notre époque,
c'est un peu révolutionnaire de réussir à être heureux en maintenant une dose d'altruisme en toi, ou tu vois, sans que ça passe par une émancipation purement économique ou matérielle, un peu bidon, superficielle, mais qu'en gros, si tu arrives à maintenir voilà, une dose de bonheur et d'humanité sur les plaisirs simples et tout, en gros, c'est déjà pas trop se faire baiser par Babylone, tu vois, parce que même ça, je trouve que c'est complètement fou comment on désapprend aux gens à aimer les trucs gratuits. Tu le sens qu'il y a plein de gens... Par exemple, moi j'aime bien les éléments naturels, le coucher de soleil, pas beaucoup d'originalité, mais même la lune, etc. Mais tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui réapprennent, par exemple, à regarder la lune à 35, 40 ans, alors que c'est des rares trucs gratos que la nature nous offre. Donc, bref, tout ça pour dire qu'à l'échelle de la société dans laquelle on vit, ouais, je pense que déjà, si tu arrives à être heureux, c'est révolutionnaire, que tu aideras mieux les gens si tu es heureux. Encore une fois, moi je crois qu'au militantisme égoïste, dans le sens où je pense qu'il faut faire comprendre aux gens que ça fait du bien de faire du bien. Je pense que c'est un désapprentissage de la société, potentiellement parfois des parents ou de la politique qui nous pousse vers l'individualisme, mais qu'en vrai on a un peu tout ça en nous de base, tu vois. On n'aime pas voir quelqu'un se faire tabasser seul au sol par 10 personnes. On préférerait même réussir dans un monde juste que de réussir dans un monde injuste qui nous privilégie. Et je crois très sincèrement, par exemple, que les gens tirent du plaisir à rencontrer des gens différents d'eux. Donc moi, je crois vraiment, ouais, plus à un truc d'éducation. C'est éduquer les gens à leur propre bonheur. Tu vois, moi, les fachos, je les vois comme des inaptes au bonheur avant d'être des imbéciles politiquement et des abrutis de racistes de merde. Mais ils me font de la peine, tu vois. Pour moi, ils se privent de... T'imagines, ils veulent quoi? Ils veulent vivre avec 60 millions de Français, cousin. Le monde, il y a 7 milliards de personnes. Dans combien de pays j'ai rencontré des gens passionnants qui m'ont enrichi, qui m'ont ajouté des doses de philosophie. Donc moi, je les vois comme des handicapés avant de les voir comme des fils de pute. Et du coup, les gens bienveillants, il faut qu'on maintienne cette fierté de tout simplement savoir mieux vivre et de savoir mieux appréhender l'humain, parce que voilà, c'est des frontières un peu absurdes tout ça, mais en vrai, voilà, encore une fois, se créer des espaces où on se retrouve entre gens qui ont encore un peu de l'amour en eux, ouais, je pense que ça fait du bien, et réussir à être heureux à notre époque, ouais, vraiment, je pense que c'est révolutionnaire et c'est important. Sinon, Babylone, il t'a baisé. C'est pour ça que je fais de l'art encore. Voilà. Bonjour tristesse, tu n'es pas tout à fait misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Ouais. Et pour moi, ça rejoint beaucoup ce qu'on disait avant. C'est que pareil, tant qu'on peut rigoler, tant qu'on peut prendre du plaisir à les insulter, bah, c'est qu'on n'est pas complètement leur pute. Et tant qu'on n'est pas complètement leur pute, c'est qu'on est encore un peu libre. Et c'est important, la liberté, ça rend content.